Mesdames et messieurs, bonsoir. Ils sont connus sous le diminutif de psy, oui, pour dire psychologue, et sont non moins importants dans la chaîne du système de santé de notre pays et de tout pays d'ailleurs. Et ailleurs, c'est un titre protégé et quiconque ne peut porter ce titre de psychologue s'il ne répond pas à des critères spécifiques. Mais mesdames et messieurs, la chose n'est pas habituel sous nos cieux, mais il est des fois où le médecin nous demande de voir un psychologue, nous conseille les prestations d'un psychologue pour avoir son aide psychologique. Automatiquement, on est choqué. On se demande, est-ce que je suis fou ou je suis folle? On aura toutes ces informations avec les psychologues. Dans le forum de ce jour, ces psychologues-là, voilà, en particulier ceux-là qui aident les personnes en souffrance psychique, sont avec nous. Nous leur poserons toutes les questions nécessaires pour mieux comprendre le métier de psychologue et leur contribution pour la paix individuelle et la paix au niveau de la société. Nous sommes avec Dr Dechacus Sylvie. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Madame la journaliste. Merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes maître de conférence des universités, vice-doyen de la faculté des sciences humaines et sociales, coordonnatrice de la licence psychologie du travail et des organisations, directrice du laboratoire de psychologie appliquée, chef de département de psychologie à l'université d'Abomey-Calavi. Enfin, franchement, c'est une autorité que nous avons ici, mesdames et messieurs. À ses côtés, nous avons Dr Rogatien Segla. Vous êtes maître de conférence des universités à la retraite, psychologue clinicien et président du conseil de surveillance de l'association béninoise des psychologues cliniciens dont nous avons le président également ici. Merci d'être là, docteur. Merci. Bonsoir à vous. Bonsoir et merci. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes avec des psychologues, précisément des psychologues cliniciens. Ils vont aborder le sujet dont on parle aujourd'hui avec nous. Alors, docteur Segla, lorsqu'on parle de psychologue, qui est psy? Un psychologue est une personne ordinaire comme tout le monde, mais qui a cette spécialité due à sa formation de pouvoir aider et prendre en charge un certain nombre d'individus qui présentent des difficultés dans leur vécu. Des difficultés dans leur vécu. Oui. Donc, c'est une personne normale, mais il a cette spécialité-là, oui. cette spécificité-là à son niveau. Le docteur Dechacus, quelque chose pour enchérir ce que docteur Segla a dit? Oui, Madame la journaliste, je voulais d'abord vous rappeler, lorsque vous parlez de psy, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de professions à préfixe psy. Mais oui. Et donc, qui dit psy ne dit pas seulement psychologue, mais dit psychologue, mais également psychiatre, psychanalyste et psychothérapeute. Merci. Et donc, ici, bon, vous voulez parler distinctement du psychologue. Est-ce à dire que le psychologue est différent du psychiatre? Tout à fait. Du psychanalyste? Tout à fait. Du psychothérapeute? Tout ce que vous venez de citer là? Exactement. La différence se situe à quel niveau? Alors, le psychologue, si vous permettez, c'est ce diplômé des universités qui a fait une formation de psychologie, de psychologue. Et donc, comme vous l'aviez dit tantôt, c'est un titre qui est bien protégé ailleurs et ça devrait l'être partout et chez nous. Et donc, il faudrait faire un bac plus 5 en psychologie pour se prévaloir d'abord le titre de psychologue ou être docteur en psychologie. Alors, le psychothérapeute qui est plus proche du psychologue, c'est celui-là qui a fait une formation qui peut être une formation certifiante comme qualifiante et qui s'est spécialisé dans une méthode thérapeutique bien distincte. Par exemple, une méthode, un spécialiste en méthode de thérapie cognitivo-comportementale peut se prévaloir, après sa formation qualifiante ou certifiante, du titre de psychothérapeute. D'accord. Et alors, le psychanalyste, lui, également spécialiste d'une profession à préfixe psy, c'est celui-là qui peut être médecin à la base, comme il peut être psychologue, mais c'est venu même psychanalyser,
Et avant d'être psychanalyste, il faut se voir soi-même psychanalysé avant de prétendre à la prise en charge d'autres personnes. Se voir psychanalysé comment? Est-ce qu'il faut revoir son mental ou forger son mental autrement pour être psychanalysé? C'est-à-dire qu'il faut, sous la direction d'un spécialiste psychanalyste avéré, subir la psychanalyse didactique. On appelle ça didactique, c'est-à-dire c'est pour pouvoir se connaître soi-même et maîtriser son propre fonctionnement mental. Ce n'est pas qu'il est malade, il n'est pas malade, mais pour pouvoir aider les autres, il faut qu'il puisse se connaître lui-même, connaître ses forces, ses capacités à résister à un certain nombre d'éléments quand il est devant un patient. Oui. Parce que c'est vrai, il peut arriver que face à certaines détresses chez certains individus, que le thérapeute se retrouve à l'issue d'un accompagnement thérapeutique en difficulté. L'empathie, par exemple, c'est quelque chose qui fait partie intégrante des éléments pris en compte dans l'accompagnement thérapeutique, mais en même temps, il est souhaité que le thérapeute ou le spécialiste de prise en charge psychologique sache prendre la distance nécessaire et ne pas s'approprier le mal, ne pas s'approprier la pathologie que couvre le patient. Je ne vous arrête pas, mais bon, vous allez m'excuser. Oui. Je reporte ici juste les propos de la population. Est-ce parce que certains échouent, certains psychologues ou canalistes échouent à ce niveau-là? Ils n'arrivent pas à faire la différence, à mettre une barrière entre le mal dont souffre le patient et eux-mêmes, et qu'ils deviennent parfois, ils agissent un peu comme des malades, un peu mentaux. C'est en cela justement que, par rapport à ce que disait tout à l'heure mon collègue professeur Seglar-Rogatien, oui, il faudrait, avant de prétendre à une aptitude à prendre en charge l'autre, à accompagner l'autre dans sa détresse, pouvoir s'assurer d'un équilibre, d'un bon équilibre pour pouvoir le faire. C'est la raison pour laquelle on disait tantôt qu'avant d'aider l'autre, il faut pouvoir se faire psychanalyser soi-même. Donc c'est un peu être en phase avec soi-même, se mettre au point, s'assurer de ce qu'on peut avoir comme sensibilité, comme force, comme faiblesse, comme limite, et savoir, voilà, qu'est-ce que je peux. Vous savez, au détour, je me rappelle d'un séjour de 3 mois aux États-Unis où j'étais allée pour la prise en charge des malades, des handicapés américains de différents stades, différents types, parce qu'on parle aussi en termes de classification des pathologies, des types. Vous savez, les types 1, type 2, type 3. Et je me suis retrouvée face à certaines détresses où je me suis, au retour de ce séjour professionnel en France, j'étais encore en France, je me suis demandé, faire le point, je me suis demandé, suis-je faite pour un accompagnement psychothérapeutique ou ailleurs? Donc là, voilà. Vous êtes dépassé parce que vous avez vu leur état? Pas dépassé, parce que vous savez, chaque pays déjà, ses pathologies, les pathologies que vous aurez à gérer dans un contexte béninois n'ont rien à voir avec les pathologies que vous aurez à gérer chez les Américains ou comme chez les Français. C'est pas pareil. Il y a la psychologie propre à chaque contexte, à chaque pays. Et donc, vous pouvez être le meilleur psychologue français. Vous viendrez au Bénin sans le soutien, l'appui, quelques orientations, pas des spécialistes d'ici. Vous ne vous en sortirez pas face aux pathologies que vous rencontrerez dans le contexte, dans la société béninoise. Est-ce à dire, docteur Seglar, que
les problèmes dont souffrent, des problèmes psychologiques dont souffrent souvent les patients ont rapport systématiquement à l'environnement. À l'environnement, à leur propre culture. Tout à fait. Okay. D'abord, l'individu qui érige sa personnalité le fait parce qu'il dispose d'un certain nombre d'éléments qui lui sont propres. Et il a hérité cela de ses parents. Par exemple, la manière dont nous construisons notre corps, ce ne sont pas universellement donnés. C'est propre à chaque culture. La manière dont nous exprimons nos émotions, c'est propre à chaque culture. La manière dont nous essayons de prendre connaissance de l'environnement, de connaître le monde, ce que nous appelons dans notre jargon la cognition, c'est aussi propre à la culture. Donc, c'est lorsque l'individu est inséré dans cette culture-là, il grandit dans cette culture et d'abord, il fait des apprentissages au sein de la famille, dans la société, dans la culture, par rapport à ses propres expériences personnelles, par rapport à ses groupes d'appartenance. Donc, c'est tout cela qui va formater l'individu. Et si vous n'êtes pas du milieu, vous ne pouvez pas comprendre comment tout cela est tissé pour forger sa personnalité. Donc, il faut connaître l'environnement de l'individu avant de le prendre en charge. Parce que si vous ne maîtrisez pas, vous ne pouvez pas, comme ça, en l'air, savoir de quoi il souffre. Parce qu'il y a une spécificité dans la construction de la personnalité de chaque individu. Et chaque individu est unique. Tout à fait. Chaque individu est unique. Oui. Même au niveau des jumeaux homozygotes, ils ne présentent pas la même personnalité. Oui, ça j'ai appris, effectivement. Et je voudrais renforcer ce que dit professeur Segla, pour dire chez chaque individu, vous avez deux entités qui cohabitent et qui ensemble forment cette unicité, et ce qui justifie l'objet de la psychologie, qui est l'individu, le sujet, pris individuellement, pris dans son unicité. Ces deux entités sont, vous avez un système de représentation et un système cognitif. Chaque individu constitue l'ensemble de ces deux entités. Est-ce que c'est ce que expliquait le collègue tout à l'heure? Lorsque vous prenez le système de représentation, ça comporte notamment les croyances, les us, les coutumes. Donc, vous êtes né un jour dans une famille, d'accord, et qui vous a transmis des habitudes, des connaissances liées à cette culture, à ce groupe ethnique, à cette famille-là, avec toutes ces spécificités. Et donc, qui vous oriente? Donc, première structure. Et lorsque vous allez à l'école, c'est ce qui est souhaité pour tout individu, arrivé à l'école, votre système cognitif démarre et va se construire grâce à tout le processus, système d'apprentissage et autres, qui va renforcer le système de représentation, quitte à le réduire, quitte à le renforcer. Et ça fait que vous pouvez retrouver des individus, des jumeaux, des frères homozygotes de la même famille, deux frères, deux jumeaux, qui sont nés le même jour, de la même famille. Vous en verrez un à Alada, l'autre à New York, et vous allez les rechercher 25 ans après. Vous les mettez ensemble, vous verrez deux individus qui n'ont quasiment rien en commun. C'est ça. Parce qu'ils ont vécu dans des cultures, dans des environnements différents. Et donc, le système cognitif viendra plus ou moins juguler ce système de représentation fort au départ, à la création, à la naissance de cet individu. Et donc, vous comprendrez que avec toutes ces réalités, l'individu ne peut qu'être unique. Unique, effectivement. Si vous êtes médecin et que votre frère, il est architecte, vous n'aurez pas les mêmes réflexes. Vous ne verrez pas le monde de la même manière. Donc, le psychologue maîtrise tout ça. Ah ben oui, il est obligé d'apprendre tout cela et de maîtriser tout cela. Sinon, il ne peut pas arriver à aider la personne. Il faut qu'il connaisse son système de représentation,
sa vision du monde, la vision du monde de l'autre. Il faut qu'il y adhère pour pouvoir essayer de décrypter en quelque sorte comment, c'est un peu comme un tricot. Il y a des fils qu'il faut tricoter. Donc dans notre système, il faut essayer de détricoter tout cela pour savoir où se trouve la problématique, la souffrance de l'individu. Voilà. Ben, s'il en est ainsi, ces problèmes de l'individu-là sont souvent de quel ordre? Quels sont les facteurs de risque, ce qui amène un individu à souffrir de problèmes psychologiques? Qui prend? Ah, mais il y a la qualité de la vie, hein, déjà. Il y a la qualité de la vie. Vous savez, je vais peut-être être maladroite en vous disant... ben, excusez, une maman elle-même un peu mal éduquée, je ne sais pas ce qu'elle va donner à l'enfant qu'elle va mettre au monde. C'est pour cela que certains parents disent souvent, bon, à nommer à des trucs du genre, quoi. Oui, mais la plus belle femme ne peut offrir que ce qu'elle a. Effectivement. Ce que votre parent, votre géniteur a comme repère, qu'il soit bon ou qu'il soit moins bon, vous le transmettez. Il peut maladroitement vous transmettre de mauvaises valeurs, excusez-moi. Parce que ce qu'il a comme ressource, c'est cela. Il ne peut que vous transmettre ça. Maintenant, il y a les questions des normes, vous savez. C'est là où nous parlons souvent d'interactionnisme symbolique et des attitudes. Par Essayez exemple, de nous épargner les thèmes vous savez, techniques. Il y a vous connaissez le normatif. Ce que vous trouvez comme norme juste ici peut ne pas l'être sous d'autres cieux. D'accord? Parce que vous avez votre système de valeurs, vos systèmes de valeurs, de croyances, qui forgent vos représentations, lesquelles orientent votre perception, votre vision du monde. C'est aussi simple que ça. Donc, si je comprends bien, tout le monde peut avoir des problèmes psychologiques. Ce n'est pas des problèmes... tout le monde en a besoin, y compris nous-mêmes. Nous-mêmes. Ah ben oui. Vous-même. Vous allez me dire que le médecin ne fait pas de céphalée. C'est pas parce qu'on est médecin qu'on ne ferait pas de céphalée. Bien sûr, c'est vrai. Ce n'est pas parce qu'on est psychologue. L'avantage que nous avons peut-être par rapport à d'autres, c'est que nous percevons peut-être plus vite les signes alertes. Et quels sont ces signes-là? Ah ben, c'est des différents ordres. Hein. Vous savez, si je commence maladroitement à crier sur mon enfant, sur la moindre petite bêtise, et qu'il me lance un regard bizarre, du genre, mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle est bizarre ce jour. Vous savez, ma capacité à capter ce regard, d'accord, m'envoie, tel dans une technique de miroir, un reflet qui m'alerte. Mais pourquoi il me lance ce regard? Et ça m'amène à revisiter le comportement que j'ai eu tantôt, qui a amené à ce regard, pour me rendre compte très vite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, qui m'amène à une évaluation, donc auto-évaluation dans le cas d'espèce, et me rendre compte qu'en fait, il y a disproportion entre l'agir de l'enfant et la réaction du parent que je suis. Vous n'allez pas dire, n'est pas donné à tout le monde d'avoir ce réflexe. C'est peut-être l'avantage que nous pouvons avoir par rapport à d'autres. Alors, pour quelqu'un qui n'est peut-être pas psychologue et donc qui n'a pas ces réflexes à développer, un petit rien peut prendre des proportions. Et donc, des parents qui ont tort, mais qui ne savent pas se remettre en cause, parce qu'eux-mêmes n'ont pas compris qu'ils sont en tort. Et donc, ça peut créer des malentendus, déficit de communication dans la sphère familiale. Et donc, de petits problèmes en petits problèmes, on peut amener, ça s'accumule et ça peut générer de gros problèmes. Et justement, quand ça vient à nous, en cherchant à comprendre, comme disait tout à l'heure mon collègue, en comprendre le pourquoi du comment des choses. C'est le rôle du psychologue. Chercher à comprendre le pourquoi
du comment des choses. C'est-à-dire qu'on va chercher, fouiller dans la racine ce qui constitue la cause profonde de la détresse chez l'individu. D'accord? Qui est perturbé, voilà, parce que il y a une situation, il ne sait pas où donner la tête, il ne connaît plus les causes, parce qu'il ne sait pas se poser pour comprendre. Et donc le psychologue, lui, il est là justement pour l'accompagner, non pas pour lui dire le mal qu'il a, mais l'aider à comprendre cette détresse-là, dans la compréhension de sa personne, de son être, puisque lui seul se connaît mieux que personne et lui seul détient les ressources efficaces pour s'en sortir, pour se prendre en charge. D'accord. Ben, moi, je veux vraiment du concret. Bon, je ne sais pas, hein, mais il faut que ce téléspectateur qui nous suit là se dise, bon, aujourd'hui, si je vois tel comportement chez telle personne, je peux déjà me dire, imaginer peut-être que, est-ce qu'il n'a pas des problèmes psychologiques par exemple, quels sont concrètement les comportements? J'ai un ami et j'ai l'habitude, par exemple, de causer, de m'amuser avec lui. Mais le jour où je lui fais une petite tape sur le dos, il s'énerve, il éclate. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le jour-là, comme d'habitude, moi, je lui fais une tape sur le dos en signe d'amitié. Et là, il dit, non, écoute, moi, je ne veux plus ça aujourd'hui. Je suis dépassé plus jamais. Plus jamais ça. Mais donc, nous, on appelle ça juste des sauts d'humeur, donc ça peut être plus grave que ça. Oui, parce que saut d'humeur, mais qui devient une réaction si vive et si brusque, ça appelle à quelque chose. On se dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas ce jour-là. Soit parce que à la maison, il a eu des problèmes, ou bien la veille, il a subi d'autres problèmes, et puis bon, et habituellement, les simples camaraderies deviennent un problème chez lui. Là, vraiment, c'est ordinaire. Un comportement ordinaire qui n'est plus ordinaire le lendemain, bon, pose problème. Et des fois, on essaye de comprendre soi-même. On en parle à des amis et les amis n'arrivent pas à nous donner la réponse. Donc, on va se diriger vers un spécialiste qui lui dit, mais aide-moi à comprendre ce qui se passe en moi. Habituellement, je suis en bonne forme avec mes amis, mais aujourd'hui, là, ou bien depuis un certain temps, je ne veux plus les sentir. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. Qui recevez-vous souvent en consultation? Du tout. Du tout. Du tout. Du plus haut niveau au plus bas niveau. Mais du tout. Mais, vous savez, mon collègue vous disait, vous avez des cas où même vous avez des personnalités aussi, hein, à différents niveaux. Et parce que il faut protéger, tout relève de la vie privée dès que on détient certains statuts sociaux. Et ça ne va pas, et on ne sait pas où donner la tête. On a conscience que ce dont on souffre ne relève pas du médical, donc pas du prescriptif. Tout à l'heure, on est allé très vite et on n'a pas défini le psychiatre, hein, parce que qui est quand même aussi un spécialiste de profession, de préfixe psy, qui est un médecin. D'accord, qui est un médecin, mais spécialisé en santé mentale. Donc, il est médecin, il s'est spécialisé après en psychiatrie, hein, donc en santé mentale. Et lui, il est dans le prescriptif. Et donc, il y a des gens qui disent, mais ça, c'est pas médical, parce que c'est pas les ressources qui manquent. Tout a été exploré, c'est pas médical. Ça, c'est définitif. Mais en même temps, on n'a pas suffisamment de ressources soi-même pour se prendre en charge. On a besoin d'accompagnement, de l'aide. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, nos grands-parents savaient bien faire les choses. Aujourd'hui, le monde a évolué, la société a évolué et l'individualisme prend le pas sur la sociabilité collective. Et on se dit, il faut quand même se confier à quelqu'un. Mais on n'est pas n'importe qui. Alors, je ne suis pas n'importe qui, je ne peux pas raconter ma vie à n'importe qui. Donc, il y a l'indiscrétion. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On va se rapprocher, par exemple, du psychologue ou du psychothérapeute, selon le cas.
voir le psychanalyste. Mais à ce niveau-là, le secret bien sûr, est gardé. Nous sommes tenus à la confidentialité. Il y a une éthique et une déontologie, d'accord, propre du métier, propre à toutes les professions à préfixe psy. Ok. Rien que pour le psychologue, oui. Je vais remettre le micro à monsieur le vice-président de l'association qui s'occupe des questions liées à la déontologie et à l'image du psychologue. Vous êtes sûr que le secret professionnel est respecté? Oui, pour ce qui est des membres de notre association, nous veillons à ce que... Parce que tous les psychologues ne font pas partie de l'association? Nous veillons, tous les psychologues cliniciens, pour le moment, ne font pas partie de l'association, pas encore, puisque l'association existe il y a à peine 1 an. D'accord. Et donc, tous les psychologues ne sont pas partie prenante pour l'instant. Et nous veillons à ce que tous les praticiens aient connaissance du code de déontologie. Et nous faisons aussi des visites sur leur lieu de pratique pour voir un peu comment dans quelles conditions ils travaillent, est-ce que cela garantit la confidentialité. Et cela dit, je voudrais aussi revenir sur les raisons pour lesquelles on pourrait aller voir un psychologue. Vous savez, toutes les situations de la vie peuvent nous amener à aller voir un psychologue. Une situation de deuil, qui est un problème que n'importe qui, que tout le monde rencontre, et qu'on a du mal souvent à surpasser à cause du lien qui existe entre nous et le disparu. Il y a aussi que vous avez votre enfant qui peut-être est brillant au premier cycle, et puis subitement vous constatez qu'au second cycle, il baisse en termes de performance scolaire. Ou vous avez un enfant dont il a un fort potentiel intellectuel qui n'aime pas aller au cours. Pourtant, il a des qualités avérées qui prouvent que à ce niveau d'études, il peut être brillant, comme il y a de nombreux comportements. Dans l'environnement de travail, vous avez un employé qui est très performant, et puis un matin, vous constatez qu'il baisse en performance, ou bien qu'il devient impulsif, et qu'il commence à troubler l'ordre, à tenir des propos agressifs vis-à-vis de ses collègues. Vous êtes en ménage, en couple, et vous constatez qu'au sein du couple, il ne se passe pas une semaine sans que l'époux et l'épouse ou les deux conjoints n'aient des difficultés à gérer le couple. Donc, il y a de nombreuses situations dans la vie, de la naissance à la vieillesse. Donc, vous voulez aller à la retraite et vous êtes angoissé de cette étape de votre vie parce que vous avez quand même travaillé pendant 30 ans et puis subitement, un matin, vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus faire ce que vous avez l'habitude de faire. Donc, voilà autant de raisons pour lesquelles nous pouvons aller solliciter un psychologue. Il y a aussi des difficultés personnelles propres, des conflits internes à nous-mêmes. Des conflits internes. À nous-mêmes, que nous n'arrivons pas à régler. Nous avons peut-être une certaine indécision à passer à l'action. Ils sont bien nombreux, toutes ces personnes-là qui ont des projets, qui veulent faire des choses, qui ont des rêves, et ils sont bloqués à un moment donné. Et quand ils se disent que je ne suis pas capable, je ne peux pas y aller, je ne peux pas y arriver. Et donc, il y a certainement un malaise, un conflit ou une situation profonde que le psychologue peut aider à délier. Donc, il y a tellement... Je veux bien remettre le micro à la dame, la belle dame à vos côtés, pour nous dire quand est-ce que ça devient inquiétant? Quand est-ce qu'il faut vraiment prendre la décision d'aller consulter le psychologue? Ben, merci bien, madame la journaliste. Ça devient... Je m'appelle Aligbo Nosek-Bédé. Je suis psychologue clinicienne également. Je pourrais dire que ça devient inquiétant quand on n'a pas conscience qu'il y a problème. On peut avoir apparemment un bon comportement, apparemment, et qu'il y ait des problèmes d'attitude, de pensée, de croyance qui posent des difficultés dans la relation que nous avons avec les autres. Mais on peut ne pas en être conscient. Donc, l'absence de conscience d'un problème est un signe de gravité du problème. Mais là, c'est compliqué. Oui. On ne sait pas qu'on souffre du mal. Comment alors prendre la décision d'aller voir le psychologue pour un traitement? C'est en ces moments que les accompagnants ont un certain rôle à jouer. Quelquefois, on ne peut pas s'observer soi-même en train de souffrir. Et pourtant, la souffrance est là.
Un enfant peut avoir un mauvais rendement et ne pas être conscient qu'il est en train de porter un problème à son propre avenir. Et ça revient à ses parents de constater qu'il y a un problème et de demander de l'aide. Une femme peut être très irritable à la maison, mais ne pas avoir conscience qu'elle est en train de mal éduquer ses enfants ou qu'elle est en train d'intoxiquer son foyer. Comme ce que Madame a dit. Donc, un employé peut être bien au départ, mais par la suite, comme mon collègue l'a dit, peut devenir impulsif sans avoir conscience qu'il y a un problème qui commence par être posé. Donc là, maintenant, le rôle majeur revient à l'environnement, aux personnes qui entourent. Proches, voilà, de signaler quelque chose ou de chuchoter à l'oreille de la personne en difficulté. Et si on vous aidait? Et si l'aide n'arrive pas à être faite dans l'environnement? Et si on allait vers un spécialiste? Donc, les signes de gravité, c'est déjà la question de conscience du problème. Parce que si soi-même on est dans la demande, ça fait déjà un bon pas pour avoir le rétablissement. Voilà un peu ce que je pourrais dire par rapport à la gravité d'un problème. N'est-ce pas? Merci. Et de manière succincte, on peut dire que quand le comportement est observé de l'extérieur et que les gens remarquent que c'est dérangeant pour les autres, c'est là qu'il y a vraiment un problème. Il faut s'inquiéter. On peut parler même de baisse de seuil de sociabilité. C'est comme l'exemple que le docteur Segla avait mis tout à l'heure. Vous avez un individu apparemment qui ne pose aucun problème et du jour au lendemain, lui qui aime bien les blagues, l'humour, subitement, on ne peut plus faire la moindre petite blague avec lui, pas le moindre sourire. Ça devient signe d'agressivité pour lui. Là, ça alerte l'environnement, ceux qui sont autour. Et donc, il va falloir que ceux-là fassent quelque chose pour accompagner. Mais comme dirait Madame Aligoun, c'est que quand c'est l'individu même qui prend conscience de la chose, de ses malaises, le traitement est plus rapide. C'est plus rapide parce qu'on dit souvent, celui qui est conscient de son mal, il est déjà guéri à moitié. Donc le reste n'est que la prise en charge. Et cette prise en charge-là, c'est à vie ou ça a une durée bien, je dirais précise en fonction du mal dont il souffre? Nous ne sommes pas dans le médicamenteux. Mais il peut arriver, pour certains cas, que nous évoluions vers les bithérapies. C'est-à-dire que selon le seuil de détresse, la prise en charge psychologique ou psychothérapeutique seule peut suffire pour accompagner. Là, il n'y a pas de médicament, c'est la guérison par la parole. Et cette guérison par la parole, c'est un suivi... un suivi, mais qui à vie? Non. Ça peut être au bout d'une séance, de deux séances, au bout de plusieurs. Le thérapeute arrive à faire prendre conscience à l'individu que ce qui lui arrive est de tel ordre et qu'il lui-même comprend cela. Conscience. Il peut ne pas revenir vous voir. Donc, il est compris. Ça m'est arrivé plusieurs fois où les gens sont venus 2 ou 3 fois. La personne est venue avec son père. C'est un jeune qui n'avait pas... Un jeune diplômé, mais qui hésitait donc à passer les concours, tout ça là. Mais il est venu me voir 2 ou 3 fois. On a discuté ensemble. Mais au bout de 2 ou 3 fois, 3 séances, il a dit qu'il a tout compris et c'est fini. Donc, ce n'est pas toujours à vie. C'est quand la pathologie est vraiment grave que ça peut durer. La durée s'appelle lourd. Et c'est pour ça que quand j'ai appris une ou 2 fois qu'il y a de ces psychologues qui demandent à des patients ou des clients, parce qu'on peut dire patient ou client, de déposer une somme d'argent justifiant 10 séances. C'est un peu comme de la kinésithérapie. 10 séances, un peu comme... Je dis non, ça c'est de l'heure. On ne peut pas... Non, mais finalement, c'est pas possible. La prise en charge, elle n'est pas gratuite. Est-ce que c'est à la portée du patient en face de vous ou c'est à la tête du client? Bon, vous savez, il y a quelque chose qu'on apprend souvent et ça nous dérange quand on entend des populations dire mais comment on va parler avec quelqu'un pendant un moment et dire qu'il faut payer de l'argent. Parce qu'ils ont pris l'habitude d'avoir des prescriptions. Mais en réalité, les vrais soins, c'est là. C'est celui qui vous soigne
pas la parole. Doit-on comprendre que et qui est votre travail coûte cher? Ah oui, cher d'abord en termes de formation, en termes de technique dont le spécialiste détient pour accompagner efficacement. Parce que là... Et là, le patient, il paie tout ça? Il doit payer tout ça? Mais bon, non, quand on lui demande de payer pour une consultation 5 000 francs, ou même dans certains cas 10 000, c'est pas encore trop demandé. C'est pas trop demandé. D'accord, je veux bien avoir à côté du soin dont il bénéficie. Parce que là, c'est du soin sans effet secondaire. Vous défendez bien le domaine. Madame, oui, voilà. À votre niveau, vous êtes psychologue également, clinicienne. Présentez-vous le nom. Agenda Mireille. D'accord. Vous recevez, vous intervenez où? Moi, j'interviens au niveau de l'association La Chrysalide. Ok. L'association prend en soin les enfants qui ont un handicap intellectuel. D'accord. Donc, ce n'est pas que vous êtes là et les patients viennent vous voir? Non. D'accord. Et le travail, c'est facile de traiter psychologiquement des enfants? Déjà, ces enfants dont on parle souffrent de ce qu'on appelle d'une limitation intellectuelle. Donc, dans leur vécu au quotidien, ils ne feront pas ce que nous attendons d'un enfant de leur âge concrètement. Donc, c'est un accompagnement en permanence. Ok. Et bien qu'ils soient intellectuellement limités, ce sont des enfants qui éprouvent également des émotions, qui ressentent des situations et qui les expriment d'une manière ou d'une autre. Donc, ils ont besoin d'accompagnement pour pouvoir comprendre ce qui leur arrive, parce qu'ils savent, ils prennent conscience pour certains qu'ils ont quand même un certain âge. Ils voient leurs camarades du même âge faire certaines choses qu'ils ne sont pas capables de faire. Donc, c'est une frustration. Et ça fait que ces enfants, quand on ne les accompagne pas bien, ils peuvent présenter également des pathologies psychologiques. Et ça, tout ce mélange fait que ça donne du travail au psychologue. On va remettre le micro à côté. Je voulais vous dire, madame la journaliste, là-dessus, c'est intéressant ce qu'elle dit. Il suffit, puisque nous détenons des tests pour évaluer aussi, il suffit d'évaluer le quotient intellectuel de ces enfants-là, et vous comprenez tout de suite qu'il y a dysfonctionnement. D'accord. Parce que souvent, ils ont leur QI, donc quotient intellectuel, inférieur à la normale, indiqué par rapport à leur âge. Donc, il y a parfois des retards mentaux auxquels, voilà, certainement qu'ils, grâce à leur accompagnement, ils font un travail important sur le terrain, on en entend parler. Ils arrivent à aider à réajuster un peu les choses. Alors, oui, présentez-vous. On m'appelle Michel Mehinto. Oui. Je suis le président de l'association béninoise des psychologues cliniciens. Cliniciens. Alors, dites-nous déjà, vous êtes au nombre de combien précisément? Dans l'association, nous envoisinons actuellement 200. 200. Au plan national, on peut avoir un chiffre? Des psychologues, on peut en dénombrer même 500 et plus. Hein. Donc, il y en a en quantité pour satisfaire tous les Béninois qui sont dans le besoin. Il y en a en quantité. Et en qualité? Mais il y a, évidemment, il faut reconnaître qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Puisque, vous savez, bon, vous n'êtes pas sans savoir que nous étions ensemble avec d'autres disciplines, surtout les psychiatres et surtout, principalement, les spécialistes des sciences de l'éducation. Et donc, ce moment d'une décennie de tronc en commun qu'il y a eu avec cette Peut-être que certains se transforment en psychologues sans l'être? Non, ce n'est pas ce qui m'intéresse, mais ça fait que nous n'avions pas forcément mis à profit de nos apprenants toutes les ressources nécessaires. Et aujourd'hui, un travail est en train d'être fait, parce que nous avons la chance d'avoir aujourd'hui un département à part entière, d'accord, qui dote les apprenants d'une formation aux standards internationaux, donc digne de psychologue, et en même temps, grâce aux formations à la carte que nous initions et des collègues spécialistes, psychologues, psychothérapeutes, que nous invitons d'ailleurs de Paris 8, de Lille et d'autres pays, ils viennent nous renforcer surtout ceux-là, nos anciens diplômés,
pour les aider à combler quelques gaps. Donc, on peut dire que nos psychologues béninois sont des psychologues certifiés, de qualité. Oui. D'accord. On y œuvre pour avoir des psychologues Alors, accomplis. Président, dites-nous, vous disiez tantôt que tout ce qu'on dit ici participe au bien-être individuel qui peut agir sur le bien-être social. Oui, ça peut agir sur le bien-être social dans la mesure où lorsque l'individu a des difficultés, a des problèmes, il ne pourrait pas véritablement participer efficacement à la construction de sa société. Vous voyez, à chaque âge de la vie de l'individu, il y a des besoins, il y a des spécificités. Et lorsque vous tenez compte de ces besoins et de ces spécificités, l'individu se retrouve en équilibre dans la société et pourrait donner le meilleur de lui-même. Et en donnant le meilleur de lui-même dans les secteurs de vie de notre société, il participe implicitement à son développement. Est-ce que vous travaillez uniquement sur l'individu ou il vous arrive à des moments donnés de travailler sur des groupes de personnes dans la société, de descendre dans la société pour parler du psychologue? Alors, nous travaillons sur l'individu, mais nous travaillons également sur le collectif, c'est-à-dire sur le groupe. Il nous arrive des fois, par exemple, de faire ce qu'on appelle les psychothérapies familiales ou les psychothérapies de groupe. Okay. Lorsque, par exemple, il y a un conflit dans une famille, souvent cela arrive par rapport aux crises identitaires, où on ne reconnaît pas l'enfant, ou par rapport à un conflit de génération qui arrive dans la famille et que le psychologue est appelé avec un co-thérapeute à conduire ce que nous appelons sociothérapie, donc une thérapie de groupe. Parfois même, c'est une thérapie de couple qui constitue également un groupe et que nous déroulons par rapport à un certain nombre de choses qui vont à la normale dans le foyer. Voilà. Important. Et c'est ce qu'il faut pour notre société. C'est pourquoi nous disons que chaque Béninois a besoin d'un psychologue. Chaque Béninois a besoin d'un psychologue. A besoin d'un psychologue au vu de tout ce qui se passe dans notre pays. Chaque Béninois. Il y a ce qu'on appelle le normal, il y a ce qu'on appelle le pathologique. Et à ces deux niveaux se trouve le psychologue. Il y a ce qu'on appelle le social, il y a ce qu'on appelle le biologique. Le psychologue est encore à ces deux niveaux. Et donc, le psychologue est partout où il y a un homme qui travaille, où il y a ce qu'on appelle l'activité humaine. D'accord. Madame, vous présentez-vous aussi? Moi, c'est Faridat Ibrahim, je suis psychologue clinicienne. Vous êtes dans un hôpital ou vous êtes en privé? Disons les deux. J'interviens dans un centre d'accueil de protection de l'enfance. Et en privé, j'interviens dans les cliniques privées aussi. Cliniques privées. Quand vous êtes en situation de travail dans les cliniques privées, vous sentez réellement l'utilité du psychologue, vous sentez réellement que les patients, les Béninois, connaissent le psychologue, maîtrisent son rôle et lui font appel comme il se doit? Je peux dire oui et en même temps dire non. Je dis oui pour le fait qu'il y en a qui acceptent rencontrer le psychologue sur recommandation du médecin. Mais il y en a, malgré la recommandation du médecin, qui hésitent. Parce qu'ils se disent, bon là, il me prend pour un fou? Oui, c'est ça, ils hésitent, ou soit ils viennent à la première. Même ils vous font des rendez-vous, mais ne viennent pas. Donc là, au moins, on peut dire que le Béninois sait qu'il y a un psychologue qui a le rôle de faire faire ça. Mais il hésite à aller le voir à des moments donnés. C'est pourquoi nous voulons œuvrer pour ça, pour qu'on sache qu'il y a des psychologues et montrer l'importance du psychologue. Et comme l'a dit le président, on est partout et un Béninois, un psychologue. Un Béninois, un psychologue. Et si chaque Béninois, chaque citoyen béninois a un psychologue, je crois qu'on n'aura pas de problème de paix dans le pays. Hein? Du tout pas. Bon, je vais nous demander, avant de poursuivre le débat, très rapidement, on a un petit reportage là de Jean-Claude James qu'on va suivre sur la semaine nationale du psychologue clinicien. Et on va en venir pour présenter un peu les objectifs de cette semaine-là. Sous d'autres cieux, en cas d'un crash d'avion ou d'une catastrophe naturelle, il est très fréquent d'entendre des déclarations du genre. Une prise en charge psychologique des familles des victimes est prévue. Au Bénin, le recours au psychologue n'est pas encore un réflexe et l'ABPC a décidé de corriger le tir. Par le truchement de l'organisation de la première édition de la semaine du psychologue clinicien,
l'Association béninoise des psychologues cliniciens nourrit l'ambition d'œuvrer pour sa reconnaissance et sa prise en compte dans tous les secteurs de la vie sociale et professionnelle de notre pays. Dans cet élan, elle souhaite compter sur chacun de vous pour porter à la lumière les mérites de cette discipline et montrer les rôles de ces professionnels dans le développement de notre cher pays, le Bénin. Je voudrais, en cette occasion solennelle, lancer un appel important aux autorités de notre pays à divers niveaux à recruter massivement les psychologues pour mieux assurer le bien-être mental de nos populations. Cette première édition de la Semaine du psychologue clinicien a pour thème « Le psychologue et la société, gage d'une paix sociale ». Ce thème les appelle à plus de responsabilité et de professionnalisme. Avant de finir mon propos, je voudrais rassurer donc l'ABPC que le soutien de la communauté universitaire et du rectorat ne lui fera pas défaut. Durant les 7 jours d'activité, il est organisé des consultations psychologiques gratuites au Centre national hospitalier et universitaire de psychiatrie de Cotonou. Voilà, c'était donc le reportage de Jean-Claude James qui nous présente un peu la Semaine nationale du psychologue du Bénin, et clinicien précisément du Bénin. Le président, je veux bien qu'il prenne la parole pour nous dire un peu, c'est une initiative de votre association. Pourquoi aujourd'hui une semaine pour le psychologue clinicien? Quels sont les objectifs? Une semaine pour le psychologue clinicien, parce que nous avons constaté que le psychologue clinicien intervient dans plusieurs domaines dans notre pays. Et nous avons des collègues qui sont à l'international, nous avons des collègues qui sont dans les centres de santé, dans les centres d'accueil et de protection des enfants, nous avons des collègues qui sont dans les instituts de recherche et de formation, nous avons des collègues qui font des consultations, mais fondamentalement, c'est comme si on ne sait pas le travail que fait le psy dans le pays. Nous avons donc décidé de nous faire mieux connaître à la population, de donner, de faire des activités, par exemple dans la semaine du psychologue, par exemple des débats, des informations, des consultations libres et gratuites, donner la possibilité à la population de mieux cerner ce que c'est que le psychologue et comment voir, consulter le psychologue et par rapport à quelles problématiques pour que véritablement les gens ne nous confondent plus au psychiatre ou automatiquement lorsqu'on entend le psychiatre, on fait l'arrimage tout de suite à la maladie mentale. À la folie. C'est très important. Je sais que le temps nous fait défaut. Sinon, il y a beaucoup de choses que nous avons à dire pour mieux approfondir et donner la possibilité au public de mieux cerner véritablement le rôle du psychologue. Ce qu'on retient au moins, c'est que le psychologue n'est pas un psychiatre. Ce n'est pas un psychiatre. Il est là pour déjà... Voilà. Madame, même avec votre permission, par rapport à ce point que Dr Mentor souligne, c'est le lieu d'interpeller aussi les pouvoirs politiques sur la question. Lorsque on parle des élections à différents niveaux, que ce soit élections présidentielles, législatives, au niveau même des élus locaux, on parle des examens médicaux, expertise médicale et souvent psychiatrique. Mais cela nous interpelle et ça nous pose un réel problème. Puisque les personnes qui se disent légitimes pour conduire la destinée de nos peuples et donc représenter nos peuples sont des individus dits apparemment normaux. Mais il y a nécessité de vérifier le niveau d'équilibre à leur niveau, s'assurer de ce que ceux-là sont dotés des aptitudes nécessaires pour pouvoir représenter
ce peuple. Effectivement. Et quand on dit examen médical, je dis les premiers, si ce n'est pas médical sur le plan prescriptif, les premiers qui sont à même, qui sont dotés des outils nécessaires pour vérifier un certain nombre de choses, c'est bien les psychologues. Donc là, si je comprends bien, il peut ne pas souffrir d'une maladie psychiatrique, mais psychologique. Mais parce que quand on dit psychiatrique, ça veut dire déjà que... À un niveau vraiment élevé. Pathologie. Alors, s'il y a pathologie... On va aborder ce sujet dans une autre émission. Comment sont-ils légitimes à un poste ici? C'est déjà psychiatrique. C'est déjà psychiatrique. Vous voyez quand même qu'il y a... On ne va pas vous laisser, on ne va pas terminer, mesdames et messieurs, le plateau sans donner la parole à monsieur. Très rapidement, quelque chose à ajouter à tout ce qu'on vient de dire, très rapidement. Ici, c'est Vital Godovo, psychologue clinicien également. On a assez parlé, il y a encore beaucoup de choses à dire. Effectivement. Mais je voulais revenir quand même sur un point important, lequel? Qui est celui d'identifier très tôt le problème. Le problème psychologique. On a répondu de diverses manières, mais je voulais ajouter le sens de l'observation que l'entourage doit avoir, que l'individu doit avoir envers lui-même. Parce que quand on s'observe, on envers détecte... lui-même et envers l'autre. Oui, on détecte très vite les changements. On voit tout de suite que les habitudes que j'avais sont en train de changer. Les manières de faire ne sont plus les mêmes. Il faut s'inquiéter et chercher à avoir de l'aide. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Vital, pour ces informations. Alors, mesdames et messieurs, on est au thème de cette émission consacrée aux psychologues et à la société, gage d'une paix sociale. Et la paix, déjà, avant d'être sociale, doit être individuelle. On l'a dit ici pour rejaillir sur la société. Merci à vous. Je ne vais pas vous demander un mot de la fin. On risque de ne pas finir ici. Alors, on était avec... Pour définir en 3 mots la psychologie. On va encore définir la psychologie ici maintenant. C'est comment nous pensons, c'est comment nous ressentons les choses, et c'est comment nous agissons. Point barre. Point barre. Voilà. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, vérifiez comment vous pensez les choses, comment vous ressentez les choses et comment vous agissez. Et comment vous agissez. Oui, alors, si tout ça n'est pas réuni, si vous constatez des difficultés à un niveau donné, contactez systématiquement un psychologue. N'allez pas dire que là, on va penser que je suis fou, non? Le psychologue n'est pas à ce niveau-là. Merci bien, mesdames et messieurs. On était donc avec Chacus Sylvie, coordonnatrice de la licence psychologie du travail et des organisations, et Rogatien Segla, psychologue clinicien. Merci, portez-vous très bien.